Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais pas pourquoi je parle comme si j'étais à la fête foraine. J'espère que vous allez bien, je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui on va parler d'une de mes philosophies de vie que je trouve que ça valait vraiment... c'était le bon moment, je dirais, pour l'introduire dans ce podcast, étant donné les précédents épisodes que je vous ai faits. On va parler du non-savoir. Voilà, tout simplement. Alors, moi, c'est quelque chose où je suis persuadée que c'est le cas et qu'en fait, nous ne savons rien. Je vais développer, bien entendu. Et je trouvais ça intéressant de développer ça cette semaine parce que ça reprend en fait toute cette notion de liberté de croire ce qu'on a envie de croire, de liberté d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter, d'explorer ce qu'on a envie d'explorer, de liberté tout simplement de faire comme on a envie de faire parce qu'en fait, on ne sait rien. C'est pour moi une posture face à la vie qui est hyper intéressante parce qu'elle ouvre. Le non-savoir, c'est une approche personnellement que je trouve très puissante parce que quand je dis qu'elle ouvre, pour moi c'est une approche qui permet de ne pas se limiter. C'est ça, permet de ne pas se limiter dans ses certitudes. Permet de ne pas se limiter dans ces petites cases du cerveau et au contraire d'ouvrir les choses à d'autres manières de faire, d'autres manières de voir les choses, d'autres manières d'appréhender la vie. Et ça pour moi c'est très précieux. Le non-savoir, alors il y a une phrase qu'on connaît, enfin en tout cas moi personnellement c'est une phrase que je me répète souvent, qui vient de Socrate, qui dit la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien. Alors cette phrase en effet, en apparence elle paraît un peu basique, j'ai envie de dire. Mais en fait c'est vraiment la définition la plus simple et la plus rapide qu'on peut faire de cette philosophie de vie que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment toute la sagesse de Socrate qu'il y a finalement dans cette phrase. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que finalement nos certitudes, nos perceptions, finalement, elles sont des prisons invisibles et surtout, elles sont pas certaines, elles sont pas figées, elles sont pas l'unique et seule vérité. Et c'est important de comprendre ça, de comprendre en fait que l'impression de tout savoir, l'impression de détenir la seule vérité, de détenir la bonne méthode à faire, de détenir, de détenir la bonne perception des choses avec des injonctions, parce qu'on est persuadé de ça, pour moi, c'est s'emprisonner et c'est obscurcir réellement le réel. Pourquoi ? Parce que notre perspective de la vie, la perspective de ce qu'on vit, la perspective de ce qu'on expérimente, en fait, elle est tout le temps déformée. Elle n'est jamais ce qu'elle est dans la réalité, tout simplement parce qu'elle a 1000 réalités. Et encore 1000, c'est pour dire un chiffre, il y en a tout plein. C'est comprendre, c'est le même principe que le fait qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule réalité, il n'y a pas qu'une seule perception, il n'y a pas qu'une seule perspective de la réalité. Parce que cette réalité qu'on va tous avoir, c'est savoir, c'est certitude, c'est
ces injonctions qu'on va avoir, ces manières de faire qu'on va avoir en réalité, je voulais faire un mélange entre réalité et véracité, elles vont être déformées à la fois par nos expériences du passé, à la fois par le prisme ou le spectre de là où on l'a appris, ça joue aussi, notamment si je fais un lien avec ce que je disais hier, forcément votre manière de voir les choses, votre manière d'expérimenter les choses, votre manière de faire les choses suivant qui vous l'a transmis, va impacter cette perspective de la réalité. Tout comme la personne qui vous l'a transmis, sa transmission a été impactée par celle qui l'a transmis, et ainsi de suite. Et sachant qu'en plus, si je reviens dans la spiritualité, la sorcellerie, l'exotérisme énergétique, tout ça, la plupart des transmissions sont orales. Et on sait que tout ce qui est transmission orale bouge, suivant les mots que la personne a utilisés, suivant comment la personne qui écoute cette transmission à l'oral reçoit les mots, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça pour dire que la perspective de notre réalité, nos injonctions, ce qu'on pense certitude, ce qu'on pense comme étant établi, sont déformés par qui nous le transmet, sont déformés par nos expériences passées, sont déformés par nos traumatismes, sont déformés par nos blessures, sont déformés par notre ego, sont déformés par les émotions, les énergies dans lesquelles on est actuellement quand on est au moment T. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est en ça qu'on ne sait rien, parce que notre vision est constamment étriquée, réduite, fragmentée par la perception qu'on a, qu'on pense être une vérité absolue. Et pourtant, même en sachant ça, même en se disant « bah oui, c'est vrai », on reste tenace à se dire qu'on a une perception qui est la vérité et que c'est la seule vérité au monde, qu'on a des injonctions qu'il faut faire comme ça et pas autrement sinon on fait mal, que la réalité du monde c'est comme ça et c'est pas autrement. On a des certitudes qui nous enferment particulièrement. Et encore une fois, je pense que ça rassure beaucoup de personnes d'être enfermées dans ces certitudes-là. Personnellement, moi c'est pas mon cas. Mais je sais que ça rassure beaucoup de personnes d'être enfermées dans ces certitudes-là, pas dans ces certitudes-là. Parce que c'est une sorte de quête de sécurité, je pense. Et c'est une sorte aussi de quête de légitimité par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre expérience. Sauf qu'on a tous finalement une vision différente et des expériences différentes. Je vais m'appuyer sur un enseignement bouddhiste pour vous expliquer un peu cette affaire-là. C'est la métaphore, l'histoire des aveugles et de l'éléphant. Alors, cette histoire bouddhiste, elle est simple. C'est 4 aveugles qui vont rencontrer un éléphant, donc avec le toucher principalement, mais qui vont rencontrer l'éléphant, chacun à une partie différente de l'éléphant. Donc chacun avec un prisme différent de l'éléphant finalement. L'un va rencontrer l'éléphant en lui touchant l'oreille, l'autre en lui touchant la trompe, un autre en lui touchant une patte et le 4e en lui touchant le ventre. Par exemple, le premier aveugle qui rencontre l'éléphant par l'oreille, après avoir retrouvé ses autres copains, va dire écoutez, moi j'ai rencontré l'éléphant, je sais à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une sorte de grand cerf-volant, à une sorte de grand drapeau, c'est quelque chose d'assez souple au vent. L'autre, le second aveugle, lui rit au nez et lui dit non mais pas du tout, tu te trompes, c'est absolument pas ça un éléphant. Moi je l'ai touché. Et je peux te dire que c'est circulaire, un éléphant, que c'est bien ancré dans le sol, c'est bien solide, c'est un tronc d'arbre en fait, ça ressemble vraiment à un tronc d'arbre. Donc lui, il avait touché la patte. Le 3e aveugle, lui, rigole et dit « Non mais n'importe quoi, enfin vous y connaissez rien à la vie, vous faites n'importe quoi. » J'allais dire « Vous faites du New Age. » Oh là là, on est cynique. Moi, j'ai touché l'éléphant. Et je peux vous dire que cet éléphant,
C'est plutôt comme un ballon. C'est tout rond, c'est un peu en hauteur. Ça a une assez grande circonférence quand même comme rond. Moi, je vois plutôt ça comme un ballon, pas du tout comme un tronc d'arbre, et encore moins comme un drapeau ou comme un cerf-volant. C'est n'importe quoi vos perceptions, hein, tous les deux, vous faites fausse route. Hein. Et là, le quatrième, il en peut plus, il rigole. Et il dit, mais vous êtes vraiment des teubés, hein. Un éléphant, c'est absolument pas ça. J'en ai rencontré un aussi, je suis sûre que c'était un éléphant, et je peux vous dire que ça ressemble plus à un énorme serpent qui souffle, et qui souffle très fort. Donc là, on voit vraiment qu'en finalement, ces 4 aveugles, il n'y a personne qui a faux. Parce qu'ils ont tous rencontré l'éléphant, mais tous d'une manière différente. Un a rencontré l'éléphant par l'oreille, l'autre par la patte, l'autre par le ventre, l'autre par la trompe. Pourtant, chacun est buté sur son unique perception et tire la conclusion de l'éléphant, c'est ça. C'est cette grosse boule qui ressemble à un ballon, c'est un serpent qui souffle très fort, c'est un tronc d'arbre, c'est un drapeau ou un cerf-volant. Et en fait, cette histoire, elle illustre parfaitement notre rapport à la réalité, qui est totalement à chaque fois déformé par notre propre point de vue, parce qu'on peut percevoir avec notre propre prisme. Et finalement, si ces 4 aveugles discuteraient entre eux, en fait, ils se rendraient compte qu'ils détiennent tous une part de vérité. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que chacun est focus sur son point de vue, sur sa manière de faire, sur sa manière d'avoir étudié l'éléphant. Alors qu'en vrai, tous ensemble, ils ont le véritable éléphant. Il y a un autre enseignement bouddhiste qui est cet homme qui se promène la nuit et qui est persuadé d'avoir vu un serpent dans son jardin et du coup il a méga peur, il s'enferme alors que c'était une brindille, une branche d'arbre. Ça montre autre chose sur nos perceptions. Ça montre que on a tendance parfois aussi à modifier nos perceptions et à les rendre plus dangereuses ou plus mauvaises que ce qui se passe réellement dans la réalité. C'est vraiment cette notion de comprendre, avec l'histoire des 4 aveugles, que finalement il n'y a pas une vérité, plusieurs vérités, parce que finalement, fondamentalement, les 4 aveugles, ils ont raison. C'est juste que ils sont tellement butés sur le fait que c'est eux qui ont la vérité que finalement ils se retrouvent à avoir tort. Alors qu'en vrai, ils ont tous les 4 raisons, et que s'ils se regroupent tous les 4, ils ont encore plus raison. Parce qu'ils ont vraiment tous les points de vue de l'affaire. L'histoire de l'homme avec le bâton qu'il voit en tant que serpent, ça montre cette tendance qu'on a à voir le mal partout, à se méfier de choses, et à imaginer toujours le pire. Il y a 2 autres exemples qui ne sont pas tirés du bouddhisme, mais qui représentent exactement ça, qui sont, je vais changer totalement de source, qui sont des vidéos souvent que je trouve sur Facebook. Je passe de Socrate à Bouddha à Facebook. Les refs ici sont géniales. En gros, j'ai vu deux images que vous avez peut-être vues aussi d'ailleurs. La première, c'est 2 personnes dans une même pièce avec un chiffre au milieu des 2. L'un est persuadé de voir un 6, l'autre est persuadé de voir un 9. C'est exactement la même chose que l'histoire des 4 aveugles et de l'éléphant. Cette image-là, c'est que fondamentalement, ni l'un ni l'autre a tort. C'est juste qu'ils ont chacun une perception différente parce qu'ils ont rencontré l'animal de différentes manières et qu'en fait, les 2 ont raison finalement. Et l'autre image que j'ai vue, c'est un petit ver qui est sur une île et qui demande à une baleine si c'est profond au niveau de l'océan qui se trouve autour de l'île. Et la baleine lui répond non, ça va. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il y a aussi une perception de la réalité qui est différente suivant notre vécu. Encore une fois, là où on en est, là où on est rendu, et ce qu'on nous a enseigné, par qui ça a été enseigné, par quels mots.
Tout ça pour dire que toutes ces métaphores-là, elles enseignent vraiment que c'est, je pense, une très grande richesse et une très grande ouverture plutôt que richesse au monde, d'observer ce monde de manière avec une vision globale, en acceptant que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et que notre réalité n'est pas la réalité, et qu'en fait il y a différentes perspectives qui nous permettent d'approcher le monde. C'est exactement quand je vous parle du chamanisme, la même chose. C'est comprendre en fait qu'on est tous connectés, qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, et qu'on est tous connectés au vivant de manière différente. Tout se rejoint encore une fois. Et pour moi, cette ouverture-là au monde, cette ouverture de la perception, c'est, on va prendre le mot magie parce que c'est clairement de la magie, c'est pour moi la magie du non-savoir. Et moi, c'est ça que je veux enseigner dans le Coven. C'est en lien avec cette valeur de liberté qui m'est chère à mon cœur, c'est en lien avec cette valeur de liberté qui est chère au Coven. C'est accepter qu'on ne sait rien avec cette magie du non-savoir, accepter que seul notre point de vue, seule notre manière de vouloir faire, seul ce qu'on a appris est en fait incomplet et le sera toujours incomplet. Mais que c'est au contraire en partageant nos visions et en les partageant, pas en les imposant avec des injonctions, mais juste en les partageant de manière saine, et qu'ensemble, on va révéler une part de la vérité. Parce que même si on est ensemble et qu'on partage même tous nos points de vue qui sont différents, on n'aura toujours pas la vérité totale, mais qu'on va peut-être en révéler une miette. Qu'on va peut-être révéler un miroir de cette boule à facettes. Donc cultiver cette posture de non-savoir, pour moi, c'est cultiver l'ouverture au monde, c'est cultiver la reliance à la vie qui, comme je disais, accepter que cette vie est mouvante et que finalement, la puissance de la vie aussi, c'est ce mystère et qu'en fait, il faut accepter que la vie est mystérieuse. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter. Mais en fait, comprendre qu'on ne comprend rien, savoir qu'on ne sait rien, s'ouvrir à la magie de cette vie, à la magie du non-savoir, à la magie de l'impermanence, à la magie du mouvement, à la magie du mystère de la vie, oser dire qu'on ne sait pas face à une situation, face à un jugement sur autrui. Et en fait, comprendre aussi que les jugements qu'on va avoir envers soi, qu'on va avoir envers les autres, lorsqu'ils ne pensent pas comme nous, lorsqu'ils ne font pas comme nous, lorsqu'ils n'ont pas les mêmes manières de faire, les jugements qu'on va avoir et qui vont limiter les autres vont aussi nous limiter. Et en fait, c'est en ça où c'est nous-mêmes notre propre prison. Parce qu'en fait, de s'enfermer dans ses savoirs, de s'enfermer dans ce qu'on a appris comme étant la seule réalité, de s'enfermer dans ses injonctions et dans ses certitudes, ça nous emprisonne. Et le fait de s'ouvrir à ce mystère de la vie, de s'ouvrir à cette impermanence, de s'ouvrir à ce mouvement, c'est offrir finalement à notre esprit, à notre âme, à notre manière de penser, une précieuse liberté. C'est de ne pas figer notre réalité, mais c'est de laisser place à l'inconnu. Et en fait, souvent, il est là le problème. C'est que au-delà que ça rassure beaucoup de personnes d'être dans des cases, parce que ça vient calmer leur manque de confiance, ça vient légitimer qui ils sont, ça vient légitimer ce qu'ils ont appris, ça vient légitimer aussi une étiquette socio-professionnelle, ça vient leur donner du grade, mais c'est clairement parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Hein. Bah, ça enlève aussi toute la magie de l'inconnu. Mais l'inconnu, ça fait peur aussi à beaucoup de personnes. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, c'est changer notre point de vue sur l'inconnu aussi, cette vision du je ne sais pas. En fait, se dire je ne sais rien, c'est se libérer des certitudes, se libérer des jugements, se libérer des projections qu'on va faire aussi. Et en fait, c'est reprendre aussi le pouvoir et sa puissance sur sa vie de ouf. Parce qu'en fait, on est en ouverture, donc c'est comme si que finalement, on est toujours un élève. Et un élève de la vie.
Et finalement, le fait d'avoir cette vision-là, c'est comprendre aussi que tout est possible, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule réalité, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule vision, il n'y a pas qu'une seule certitude, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Il y a un espace infini de création devant nous. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver, toi, ce qui te ressemble, toi, ce qui te met en joie. Et être toujours dans cette notion d'accueil parce que tout est possible. Et finalement, cette magie, on va dire, du mystère de la vie, cette magie du finalement je ne sais rien, ça nous ouvre aussi à la magie de la naïveté, mais une naïveté sacrée. Une naïveté sacrée qui va nous permettre de voir le monde avec des yeux d'enfant, avec émerveillement, en ouvrant le champ des possibles. C'est oser regarder le monde avec un regard qui va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pur, non pollué par ce qu'on a emmagasiné comme information, non pollué par ce qui nous enferme, par ce qui nous limite, par nos injonctions, par nos certitudes, par nos peurs. Mais c'est juste en fait s'abandonner à la danse de la vie, s'abandonner à la danse de l'invisible, s'abandonner au flux de la vie, au mouvement de la vie, c'est vivre cet état et accueillir chaque instant de la vie comme étant un état précieux d'enseignement, comme étant un état précieux de cette vérité au moment T et qui, dans la seconde qui suit, j'ai envie de dire n'est presque plus valable, mais qui est un immense cadeau. Et c'est vraiment un chemin du non-savoir où on nous demande d'enlever nos œillères de certitude, où on nous demande de plonger dans cette certitude de la vie, de cette incertitude, pardon, de la vie, et de plonger finalement dans nos incertitudes à nous aussi, envers nous-mêmes, envers la vie, mais en nous ouvrant finalement à l'infinité des possibles, en nous ouvrant finalement au mouvement de la vie et à tous ces cadeaux. C'est aussi faire preuve finalement d'ouverture à l'abondance, tout ça. Parce qu'en fait, il y a des enseignements partout. Il y a des réalités partout, il y a des vérités partout. Et moi, je trouve ça super beau. Je sais que c'est pas forcément évident et que il y a des personnes qui, encore une fois, comme je disais, ont besoin de se dire que ce qu'ils savent, c'est sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, pour appuyer ce que je dis, tous les mots qui vont être je dois ou il faut, on sait que c'est le mental qui parle. Et on sait que le mental, on en a besoin pour réfléchir. Je suis la première à dire qu'on a besoin de toutes nos parties de la psyché. Mais c'est pas parce que ça vient du mental que c'est aligné au cœur. Et notre énergie de vie, c'est associé au cœur. Du coup, tu le sais, c'est ma manière d'enseigner dans le Coven Initiation. C'est de te donner des bases, on va dire, qui sont écrits qui sont écrits dans les textes anciens, mais de te permettre justement d'explorer, de te permettre justement d'expérimenter pour créer ta propre vérité. Et comme j'ai toujours, en plus, peut-être une vérité qui bougera. Moi, ma vérité d'il y a... alors, attendez, en combien d'il y a 8 ans est absolument pas la même que maintenant. Et c'est cool. Faut accepter que tout est mouvant, rien n'est certitude. Même quand ça sort de textes sacrés. Rien n'est certitude. Personne ne peut estimer avoir le savoir ancestral global et unique. Parce que, encore une fois, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et c'est ça que je vous apprends dans le Coven Initiation, c'est que je vous donne des bases, parce que ça rassure le mental et c'est cool, mais pas dans le but de vous enfermer, mais dans le but de trouver finalement cette quête de l'exploration, de trouver les outils qui vont vibrer avec votre cœur et pas forcément avec votre mental, pour vraiment avoir une vérité qui vous ressemble. Et qui changera et qui mutera, et qui sera finalement juste votre vérité. Mais qu'ensemble, dans le Coven, dans cette communauté, en partageant, peut-être qu'on arrivera à avoir quelques miettes de vérité. Parce qu'on aura toutes nos perceptions qui vont grandir cette vérité. Donc voilà.
J'espère en tout cas que cet enseignement vous a plu. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vie, dans la manière, dans la philosophie dans laquelle j'aborde la vie. N'hésitez pas si vous avez envie de débattre là-dessus, si vous avez des questions, on peut en parler dans les commentaires de ce podcast, par mail ou sur Instagram, avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.